Ce samedi 16 novembre 2019, Elisa Pilarski, cette amoureuse des chiens de 29 ans qui était enceinte, promenait dans la forêt Curtis, le chien de son conjoint. Son conjoint, qui recevra un appel paniqué d'Elisa quelques minutes plus tard, et qui la retrouvera morte, dévorée par un ou plusieurs chiens, dans la forêt, aux côtés de Curtis, lui toujours en vie. Déjà, commençons par regarder l'extrait de cette interview du chasseur qui a croisé le conjoint d'Elisa dans la forêt. Vous allez pouvoir constater que plusieurs éléments très importants se cachent dans les détails de cette interview. Eh bien, ce monsieur était sur un chemin et il criait, ce qui est surprenant pour un veneur d'entendre quelqu'un qui crie. Donc, j'ai pensé qu'il avait un problème. Je suis allé vers lui et il m'a dit je cherche mon chien. Faites attention à vos chiens. Le mien est très dangereux. Ce qui m'a laissé un peu sceptique. Je lui dis mais vous savez, nos chiens ne sont pas méchants. Oui, mais le mien est très très méchant. Faites attention, faites attention. Et il était avec ma femme et je la cherche. C'est le seul moment où j'ai eu un entretien avec lui. Il est reparti de son côté, puis moi je suis reparti du mien. Alors, s'il m'avait dit je cherche ma femme, par exemple, où il y a un problème, je pense que même nous aurions arrêté la chasse pour l'aider. Et je peux vous dire que nous n'avons pas entendu autre chose que les cris de ce monsieur à ce moment-là. La chasse s'est déroulée tout à fait naturellement. Il était avec ma femme et je la cherche. Il était avec ma femme et je la cherche. Il était avec ma femme et je la cherche. S'il m'avait dit je cherche ma femme, par exemple, où il y a un problème, je pense que même nous aurions arrêté la chasse pour l'aider. Alors perso, dans cette vidéo, je vois des incohérences de partout. Premièrement, ce chasseur qui déclare avoir entendu un homme crier dans la forêt, ce qui d'après lui était inhabituel. Il va à sa rencontre, l'homme lui dit « Je cherche ma femme et mon chien ». Le chasseur termine en disant « Il n'y avait rien d'inhabituel. Si cet homme m'avait dit qu'il cherchait sa femme, je l'aurais aidé et j'aurais terminé la chasse de suite ». Donc ce fait diffusé par la chaîne Anonymous est intéressant. Et il y a autre chose qui, moi, me choque particulièrement. Et il m'a dit je cherche mon chien, faites attention à vos chiens, le mien est très dangereux. Les propos qui ont été rapportés par le chasseur n'ont jamais été niés par le conjoint d'Elisa. Ce qui veut dire que la première chose que Christophe Ellul a dit au chasseur en le croisant dans la forêt, c'est « Faites attention à vos chiens, le mien est très dangereux ». Phrase qui, à la vue de la situation, est pour moi aberrante. Certes, nous avons tous un caractère différent et une façon de réagir qui nous est propre. Cependant, quand on se met une minute à la place de Christophe Ellul et qu'on se replonge dans la situation, il a reçu plus ou moins 1 heure avant un appel paniqué de sa femme enceinte lui disant qu'elle était en train de se faire attaquer et mordre par une meute de chiens. Cet appel était si alarmant qu'il a quitté précipitamment son travail. Il est intéressant de savoir quelle excuse il a pu donner à ses collègues pour partir. Pour information, sachez qu'il n'y a aucune preuve qu'Elisa a dit qu'elle se faisait attaquer par une meute de chiens. Ce n'était pas un message vocal ni un SMS, mais un appel qui n'a bien sûr pas été enregistré. Donc, Christophe Ellul, après avoir reçu l'appel de sa conjointe disant qu'elle se faisait mordre par une meute de chiens dans la forêt, quitte le travail précipitamment. Pendant les 45 minutes de route qui le séparent d'elle, il essaye de la joindre une quarantaine de fois, mais les appels sont restés sans réponse. Pendant son trajet, il n'a pas appelé les services de secours comme les pompiers ou la police. Et quand il arrive enfin dans la forêt, il rencontre un chasseur sur son cheval avec une meute de chiens et il lui dit « Faites attention à vos chiens, le mien est très dangereux ». La question est: pourquoi Christophe Ellul n'a pas dit au chasseur que sa femme l'a appelé, paniquée en lui disant qu'elle était en train de se faire attaquer et mordre par une meute de chiens et que depuis elle ne lui répond plus, que la situation est assez grave qu'ils doivent appeler la police et rechercher sa femme ensemble? Pourquoi Christophe Ellul a laissé le chasseur s'évanouir dans la nature et peut-être récupérer ses chiens, les nettoyer et masquer une probable attaque? Christophe Ellul avait-il peur de ce qu'il pouvait découvrir et peut-être n'avait-il pas envie qu'il y ait de témoins? Tous les propriétaires de molosses savent qu'en cas d'attaque mortelle de leur chien sur un être humain,
ils seront directement poursuivis pour homicide involontaire. Un autre petit détail qui m'intrigue, c'est que selon des témoins, dans la forêt, Christophe Ellul ne criait pas le nom d'Elisa, mais celui de Curtis. Autre détail, c'est qu'Elisa, 1 heure avant d'être attaquée, a posté sur son Facebook l'altercation qu'elle venait d'avoir avec le propriétaire d'un berger malinois qui ne tenait pas en laisse son chien. On sait donc qu'elle tenait ses chiens généralement en laisse, et la muselière de Curtis a été retrouvée également proche de son corps. Donc ces propos « Faites attention à vos chiens, le mien est très dangereux » montrent qu'il savait que Curtis était hors de contrôle, sans laisse, et qu'il n'avait plus la muselière. Dans cette forêt de Retz se produisait plus ou moins en même temps que l'attaque une chasse à courre. Plusieurs meutes de chiens avaient pour mission de chasser le chevreuil. Ils étaient supervisés par des hommes à pied et à cheval dans les alentours. La vénérie, aussi appelée chasse à courre, est un mode de chasse ancestral qui consiste à poursuivre un animal sauvage avec une meute de chiens courants jusqu'à son épuisement et sa prise. La traque dure plusieurs heures et les parcours peuvent même s'étendre à 40 km dans une journée. Quand le gibier épuisé s'effondre, les chiens vont se placer à côté de lui, attendent que le veneur sonne la trompe pour se lancer sur la bête. Celle-ci est tuée par les chiens ou achevée au couteau ou à la dague par un chasseur. Les armes à feu étant interdites dans la chasse à courre. Les hommes s'occuperont ensuite du gibier pour s'octroyer à eux et aux cavaliers les meilleurs morceaux, et les bas morceaux ainsi que la peau de l'animal sera donnée aux chiens. Lors des 100 dernières années, il n'y a jamais eu de victimes tuées par des chiens lors d'une chasse à courre. Selon les témoins ayant pratiqué la chasse à courre, aucun des chiens de la meute n'est revenu avec du sang. Surtout que ce jour-là, aucun gibier n'avait été pris. Ce n'est que le lendemain que les policiers et vétérinaires ont examiné les chiens et ils n'ont trouvé aucune blessure. Dans les vidéos YouTube diffusées par l'association AVA, Agir pour la vie animale, on peut voir plusieurs militants s'infiltrer dans les chasses à courre. Ils suivent la meute et dès que la meute attaque un animal, ils vont s'interposer. Donc on les voit aller très près au contact des chiens de la meute. Ils tapent dans leurs mains, ils crient. Et les chiens ne sont pas du tout agressifs, ils partent et ils laissent leur proie. Plusieurs militants ont même déclaré qu'après s'être interposés plusieurs fois entre les chiens de chasse à courre et leur proie, il n'y a jamais eu d'agressivité de la part des chiens de chasse. Aussi peut-être parce qu'ils étaient nombreux. Allez savoir comment une meute réagit face à une femme seule dans la forêt avec son chien. On apprend aussi dans le reportage de 7 à 8 que le chien a été acheté à une éleveuse aux Pays-Bas. Il n'apparaît pas sur le registre officiel d'identification des chiens en France. Son propriétaire a déclaré que c'était un oubli administratif. On apprend que le chien est de type American Staff, issu d'un croisement, mais qu'il participait à des concours exclusivement réservés aux pitbulls. Pitbulls qui, selon la loi, sont interdits d'importation sur le sol français. Cela expliquerait peut-être l'oubli administratif de son propriétaire. On pouvait voir sur le Facebook d'Elisa que Curtis était entraîné quotidiennement. Ils avaient un tapis de course pour faire courir leur chien dans la maison et également des cordes qui pendaient le long des arbres pour que le chien saute, les attrape et s'entraîne à mordre et à tenir le plus longtemps possible à cette corde avec la mâchoire. Curtis, lui, après le drame, présenterait plusieurs griffures sur son museau ainsi qu'entre sa truffe et ses yeux. Griffures qui, selon certains spécialistes, pourraient avoir été infligées par Curtis lui-même en voulant enlever de force sa muselière. On apprend aussi plusieurs indiscrétions du dossier. Il y a une photo qui a fuité dans la presse ainsi que des déclarations du collègue de travail de Christophe Ellul. Ce dernier aurait vu sur le téléphone du conjoint d'Elisa une photo d'elle qui avait été mordue. La plaie était aux alentours de 4 cm, il a déclaré que c'était beaucoup plus gros qu'une morsure de chat. Et selon plusieurs médias, aurait été retrouvé un SMS d'Elisa parlant de rage à son compagnon suite à cette morsure. Sur Facebook, Christophe Ellul a montré le certificat d'hospitalisation
voulant prouver qu'il s'agissait bien d'une morsure de chat et non pas d'un chien. D'autres médias affirment également que Curtis aurait mordu la sœur de Christophe Ellul quelques mois avant l'attaque. Après que le corps d'Elisa ait été retrouvé, pendant que Christophe était avec les policiers pour donner sa déposition, le chien, donc Curtis, l'aurait mordu violemment au mollet et Christophe aurait déclaré devant le policier « Ce chien est fou, il faut l'euthanasier ». Et suite à cette morsure sous les yeux des policiers au commissariat, le chien a été mis en fourrière. Il a mordu superficiellement, on va dire juste les vêtements de 2 personnes qui s'occupaient de lui. Et 5 jours après, il a mordu gravement à la jambe une bénévole lors d'un contrôle chez le vétérinaire. Elle a eu 12 points de suture et 2 mois d'interruption de travail. Cette femme a d'ailleurs déclaré que ce qui était le plus impressionnant, c'est qu'après qu'il l'ait mordu, il ne la lâchait plus. Il restait les dents plantées dans sa jambe. Et ce fut exactement la même chose quand Christophe Ellul a été mordu devant les policiers. Il n'a pas lâché. Dans un entretien, l'avocate de Christophe Ellul lui a mentionné qu'il ne fallait pas exclure que cela pouvait être son chien qui avait tué Elisa. Suite à cela, il l'a directement licenciée et elle a été boycottée sur les réseaux sociaux par les militants du groupe Justice pour Curtis qui l'ont, pour certains, menacé de mort. Le rapport d'autopsie a confirmé que le décès d'Elisa Pilarski était survenu suite à un choc hémorragique consécutif à de multiples plaies, dont les caractéristiques suggéraient l'action d'un ou, plus probablement, de plusieurs chiens, au regard de la répartition des plaies, de leurs différences morphologiques et leur profondeur, sans qu'il soit possible de dénombrer les animaux en raison de nombreuses morsures intriquées dans une même zone. Ce qui accrédite la thèse que certains chiens de la meute de chasse à courre auraient pu attaquer et tuer Elisa. Les ADN des 67 chiens suspectés ont donc été prélevés. Les 5 American Staff d'Elisa et son conjoint, ainsi que les 62 chiens de l'association Le Rallye La Passion. Le budget pour faire autant d'analyses étant assez conséquent, les analyses ont donc été retardées. L'ADN a été prélevé en novembre, nous devions avoir les résultats en décembre, cela a été reporté en février, mais suite à l'épidémie de coronavirus, les résultats ont encore été retardés jusqu'à fin août. Nous sommes début septembre et il n'y a toujours pas de résultats. Même avec les analyses ADN, il sera compliqué de savoir vraiment ce qu'il s'est passé, à part dans un cas. Le seul cas où il est possible de n'avoir aucun doute sur ce qu'il s'est passé, c'est le cas où il n'y aurait que l'ADN de Curtis présent sur le corps d'Elisa. Cela voudrait dire qu'Elisa n'a pas été en contact avec les chiens de la chasse à courre, et qu'il s'agit donc d'un hasard que Christophe ait rencontré le chasseur et sa meute juste quand il est arrivé. Si Curtis seul a tué Elisa, il est possible que les chiens de chasse à courre n'aient pas été attirés par l'odeur du sang d'Elisa. Ils étaient trop occupés à pister un chevreuil et à se concentrer sur les odeurs du chevreuil. Sinon, dans le cas où les chiens de la meute auraient attaqué et tué Elisa, il sera beaucoup plus compliqué de prouver quelque chose avec l'ADN, sachant que Curtis, ayant été trouvé à côté d'Elisa, aurait pu la lécher et la sentir post-mortem et donc laisser son ADN sur elle, bien sûr. La dernière hypothèse serait que Curtis aurait tué Elisa. Les chiens de chasse à courre seraient alors arrivés intrigués par l'odeur et auraient peut-être déposé leur ADN sur le corps d'Elisa. Dans les faits divers de chiens qui ont tué leur maître, on sait généralement que les chiens ne laissent pas approcher la dépouille de leur victime. La chasse à courre est-elle responsable de la mort d'Elisa Pilarski ou a-t-elle servi d'écran de fumée pour semer le doute dans l'enquête ? J'ai cherché sur Google des faits divers où des femmes auraient été tuées par leur pitbull. Je suis tombée sur cet article où une jeune femme de 22 ans qui promenait ses 2 pitbulls qu'elle avait depuis des années dans les bois, qui a été retrouvée inerte au sol, ces animaux gardaient sa dépouille avec agressivité.
et elle avait des blessures si profondes que les autorités ont eu du mal à retrouver des traces de morsures. Des spécialistes avaient alors été consultés afin de donner des possibles raisons d'attaque de chiens sur ses propriétaires. Un des spécialistes a déclaré que cela pouvait être le fait d'un élément externe comme une proie dans les bois, que les chiens auraient essayé d'attraper, la propriétaire les en empêchant, les chiens auraient été contrariés, frustrés et auraient retourné leur agressivité sur leur propriétaire. Un deuxième spécialiste en affaires judiciaires déclare qu'il est possible qu'un chien puisse mal réagir si son maître l'empêche d'attaquer la proie qu'il a choisie. Il dit également qu'il est possible que les chiens étaient mal nourris, car généralement, après avoir mordu ou attaqué, ils n'essayent pas de manger le corps, à moins d'avoir très faim. Et un détail qui a, selon moi, toute son importance est que les chiens ont été quelque temps avant gardés dans un chenil et ils auraient peut-être manqué de contact humain pendant cette période. En lisant cet article, plusieurs choses m'ont interpellée. Je me dis qu'il est possible, en retranscrivant que il est possible, mais il n'y a aucune preuve, qu'Elisa Pilarski et Curtis, en se promenant dans la forêt, aient croisé les chiens de chasse à courre, qu'il y ait eu une altercation entre les chiens de chasse à courre et Curtis, et qu'Elisa, en voulant s'interposer dans l'altercation, en a été la victime collatérale.